La dernière fois qu'on a parlé d'Insomniac, on les avait laissés avec leur semi-échec Disruptor. Semi-échec parce que d'un côté le jeu ne s'est pas vendu, mais de l'autre les critiques étaient super positives. Ce qui a convaincu Universal de laisser une seconde chance à ce studio talentueux, et cette seconde chance, c'est Spyro the Dragon. À la sortie du jeu, pour Ted Price, une chose est sûre, il ne veut pas refaire un FPS ni repartir dans la science-fiction. Pas qu'il n'aime plus ça, mais il s'est rendu compte du travail que ça demandait. Ouais, à la base, il pensait que faire les cinématiques avec des vrais acteurs, ce serait plus facile que de les animer. Les 5 membres du studio vont alors plancher sur leur prochain jeu. Les 3 éléments vont pousser à la création du cracheur de feu. Dans un premier temps, Al Hastings qui développait son nouveau moteur permettant une grande profondeur de champ grâce à la méthode LOD, Level of Detail, qui permet à un objet éloigné d'avoir moins de détails et donc de prendre moins de mémoire. D'ailleurs, Spyro sera l'un des premiers à l'utiliser, juste derrière Killing Cloud. Mais je suis pas sûr que dans son cas on puisse parler de détails. La seconde inspiration vient de Greg Stitt, l'un des artistes de la boîte, qui propose un dragon parce qu'il aimait bien ça, et donc un univers plus fantasy. Le projet commence à se mettre en place dans un univers sombre, inspiré du film qui vient de sortir à l'époque, Cœur de Dragon. Parce que oui, il y a une logique à la sortie des vidéos. Sauf que Mark Cerny vient mettre son grain de sel, et je pense qu'on ne pourra pas faire une vidéo sur Insomniac sans citer au moins une fois son nom. Pour Mark, il y a un créneau à prendre, celui du jeu familial. Nintendo a son Mario 64, donc Insomniac devrait faire le Mario 64 de la PlayStation. Ouais, enfin Crash Bandicoot venait de sortir, et il venait de le produire. Le mec crée sa propre concurrence. La décision est prise, Pete le Dragon sera donc un jeu coloré et familial. Oui, je dis Pete le Dragon, parce que c'était son nom à l'origine. Sauf que les gars de chez Disney, ils se sont dit « Mais Pete, ça ressemble un peu à notre film, là !» Donc si vous voulez pas avoir un procès aux fesses, va falloir changer le nom. Ce qu'ils ont fait pour Pyro le Dragon. Sauf que Pyro, c'était pas un joli nom. Il paraît que vous êtes un salaud. Ils vont mettre un S devant. Comme ça, ce sera mieux. On confie donc le design du personnage à Charles Zembilas, qui est un peu le designer par excellence. Attendez de voir sur quoi il a bossé. Le mec, il a bossé sur He-Man, la série animée Sonic, Captain N, James Bond Jr. Et surtout, il est à l'origine du marsupial le plus connu du jeu vidéo. Et les instructions pour le personnage sont très simples. On doit pouvoir faire un jeu autour. Parfois, c'est pas compliqué les consignes. Et son premier design, il est bien différent de la bestiole que l'on connaît. Parce qu'à l'époque de la première guerre des mascottes, il était très courant d'utiliser un animal. Mais surtout, cet animal, il était bipède. Donc notre Spyro V1, il était aussi bipède. D'ailleurs, il ressemblait beaucoup au dragon adulte que l'on sauve dans le jeu. Merci de m'avoir délivré, Spyro. Mais un dragon aussi large aurait été difficile à animer. On décide alors de rajeunir notre héros, lui donnant à la louche une dizaine d'années. On aura le temps de voir pourquoi cette estimation plus tard. Avec ce changement d'âge, il devient également quadrupède, et pour coller avec Donjons et Dragons, on lui donne des mouvements plus félins. Notez aussi qu'à l'origine, sa couleur devait être verte, mais elle a été changée pour ne pas se confondre avec le décor. Et d'ailleurs, il existe aussi un deuxième dragon violet. Ce dragon à la fin de la notice, qui est sans doute le père de Spyro. Et sans plus attendre, on est parti pour le jeu. Tout débute par l'interview de deux dragons, Astor et Lindar, par un certain Bob pour le Dragon News Network. Et ne retenez pas le nom de Bob parce qu'il n'apparaîtra plus jamais dans le jeu. Durant l'interview, Lindar se moque de Nasty Nork comme n'étant pas une menace, et l'est, ce qui provoque la colère de notre Nork, qui visiblement est un pendant des orques. Oui, parce que Nork, c'est autant son nom que son espèce. Le truc, c'est un Pokémon. Et à l'origine, il n'avait qu'un seul œil. Mais ça a été changé. Et donc, Nasty va transformer les dragons en statues de cristal et les cristaux en divers ennemis. Le seul échappant à la malédiction étant bien entendu le jeune Spyro. Ainsi, nous commençons notre aventure dans le royaume des artisans. Il faut savoir que le monde de Spyro est divisé en plusieurs royaumes. Il y a autant d'ethnies de dragons différentes qu'il y a de royaumes. D'ailleurs, notre petit dragon violet est un des artisans. On ne le voit pas vraiment dans le jeu de base, mais la particularité de ces dragons, c'est que ce sont des artisans. D'où leur nom. Ainsi, on peut tout autant trouver des sculpteurs, des peintres ou encore des cuisiniers.
Et malgré l'invasion de Nastinor, ce royaume est reconnu comme étant l'un des plus paisibles, avec des dragons qui sont sociaux, intelligents et civilisés. Enfin, intelligents, tout arrive parce que l'un d'entre eux a provoqué le méchant. Le chef des artisans est Nestor, le premier dragon que l'on sauve et qui va nous expliquer notre but. D'ailleurs, les dragons ont une tendance à nous donner des conseils, mais ces derniers arrivent très souvent après qu'on ait réalisé l'action. Vous allez comprendre plus tard. Ce monde est peuplé de plaines et de cascades et ne représente pas vraiment de danger. On y retrouve juste des Nords qui ne sont pas spécialement virulents à notre égard, et ça nous permet aussi de sauver nos premiers dragons en plus de Nestor, Delbin, Thomas et Argus. Parmi les lieux emblématiques du royaume des artisans, on peut trouver la colline de pierre, un nom très particulier puisqu'il n'y a aucune colline, et pas même de pierre. Comme pour la partie centrale du royaume, il s'agit de plaines verdoyantes et d'un château. C'est aussi là qu'on va retrouver les ennemis les plus récurrents de l'univers de Spyro, les bergers et leurs moutons. Des ennemis qui vont perdurer jusqu'à la série Skylander. C'est aussi là qu'on va découvrir notre premier voleur, des ennemis qui se contentent de tourner en rond en se foutant de votre gueule jusqu'à ce que, au choix, vous les cramiez, ou vous les défonciez à coups de corde. Ce ne sont pas des ennemis spécialement difficiles, sauf s'ils sont autour de ces foutus points d'eau à la noix. Ils peuvent exister en bleu et en rouge, volant des œufs, ou en vert et en mauve, volant des clés. À chacun sa fonction. On en profite pour sauver Lindar, Gildas, Astor et Gavin avant de s'envoler pour la place de la ville, inspirée des cités espagnoles. Ce qui explique sans doute la présence des taureaux et des toréadors qui vont avec. Sauf qu'ici, c'est plus le taureau qui gagne. Et au final, c'est de toute façon Spyro qui gagne. C'est aussi ce niveau qui va nous introduire la mécanique de planer, ce qui nous permet de parler d'une des capacités de Spyro, le vol. Contrairement à d'autres héros de jeux vidéo, Spyro est capable de voler sur une longue distance sans limite de temps. Si le joueur arrive à trouver une zone assez haute, il pourra planer jusqu'à une autre plateforme, ce qui va modifier le level design par rapport à des niveaux de jeux de plateforme plus classiques, en mettant des zones hors du chemin traditionnel. Par exemple, un vol bien guidé nous permet d'accéder au contour du niveau pour récupérer encore plus de cristaux, et un voleur aussi. Sauf qu'Insomniac, ils s'y connaissent pas vraiment en vol de dragon. Et à y réfléchir, personne s'y connaît d'ailleurs. Mais pour les aider, ils vont faire appel à Matt Whiting, un ingénieur de la NASA. Et après avoir libéré Nils, Devlin, Alvar et Thor, vous osez vous en prendre à moi. On est parti pour le trou obscur. Oui, parfois les noms sont pas inspirés. C'est encore une fois une zone fort proche de la colline de pierre, une plaine un peu vallonnée, et très franchement, à part ce trou qui n'est pas vraiment obscur, je comprends pas le nom de la région. C'est également ici qu'on nous introduit aux différents types d'ennemis. Les soldats qui possèdent un bouclier et sont donc insensibles à nos flammes, les guerriers qui sont trop gros pour nos charges et doivent être brûlés, et enfin les sentinelles qui sont à la fois grosses et protégées, mais que devant. Voilà, pour les battre, il faut littéralement leur foutre le feu au cul. Bref, on libère Albad, Oswin et Darius et retour à la maison pour aller affronter notre premier boss, Toasty, entouré de ses chiens. De ces horribles chiens. Je déteste ces chiens. Toasty, c'est un faucheur de blé avec une tête de citrouille, et il est reconnu comme étant le plus sournois des hommes de main de Nasty. Alors c'est pas totalement faux, mais quand on voit la sournoiserie des autres, c'est pas vraiment un compliment non plus. Il a été placé là dans le château de Devin, qu'on libère dans ce niveau d'ailleurs, après la transformation des dragons en cristaux. Mais en réalité, Toasty c'est un mouton déguisé et il se contentera surtout de fuir. Même si un mouton ça peut vous sembler un peu bizarre comme ennemi, je pense qu'il en avait surtout marre de voir notre dragon martyriser ses copains. 14 000. Notons aussi que Toasty avait été spoilé avant la sortie du jeu, puisqu'on le voit ici dans la publicité pour le premier Spyro. Et maintenant que nous avons sauvé tous les dragons et récupéré tous les cristaux, on peut passer au monde suivant. Tu n'oublies pas un coin? Non. Et le vol de jour? Ouais, il y a aussi le vol de jour. Pourquoi t'en parles pas?
Parce que l'une des dernières caractéristiques de Spyro, c'est sa capacité à réellement voler, mais uniquement dans des niveaux dédiés où il faut réaliser un certain nombre d'objectifs. Et j'aime pas ces niveaux. C'est pas tellement qu'ils sont spécialement durs, il y en a même qui sont très faciles. C'est juste que j'ai une capacité à systématiquement éviter certains ennemis. Voilà, là typiquement, je vise automatiquement soit au-dessus, soit en dessous. Bref, il est temps d'aller voir l'aéronaute pour qu'il nous conduise au prochain monde, celui des Pacifiques. Un nom qui n'est ni raccord avec les dragons qui s'y trouvent, ni avec le royaume. Les dragons pacifiques, ce sont en réalité les plus puissants des dragons. Ils sont forts, ils sont résistants, bref, ce sont des dragons de combat, ce qui rend leur nom très particulier. Et encore plus dans la version anglaise, où ils sont les gardiens de la paix. Et ce royaume n'est pas le plus accueillant non plus, chacune de ces régions étant plus dangereuse que la précédente. Et leur leader, c'est Titan, le premier dragon qu'on libère dans la zone. C'est aussi ici qu'on voit les débuts de l'invasion. Fini les orques qui s'enfuient à votre approche, ici nous avons des canonniers et des fantassins. Bon, qui s'enfuient quand vous approchez. Mais quand vous êtes loin, ils ont une tendance à vous montrer leur cul. Ça devient une récurrence. Et après avoir libéré Magnus et Gunnar, c'est le moment de rentrer dans le Dry Canyon, qui porte un nom, ma foi, encore à moitié vrai. C'est bien un canyon, ça, y a pas de souci là-dessus, mais pour le côté sec, en fait, il y a du liquide partout. Bon, c'est du goudron, donc imbuvable, même pour les dragons, mais niveau sec, on n'y est pas vraiment. Et malgré son côté très austère, cette région est peuplée à l'origine de vieux dragons retraités, une sorte de Costa del Sol version lézard. D'ailleurs, les 4 dragons qu'on y sauve sont tous vieux. On peut donc rajouter à la liste Conan, Boris, Ivor et Maximos. Et pour rester dans l'aspect guerrier, les Nords ont envoyé ici des mousquetaires. Des vrais mousquetaires, avec des mousquets, pas des épées. Par la suite, on a la seule ville connue de la région, Clifftown, qui, pour une fois, porte bien son nom de ville sur le flanc d'une montagne. Les noms, ça peut pas toujours être n'importe quoi. La ville ressemble aussi étrangement à celle de la série Reboot qui est sortie à la même époque. C'est sans doute juste une coïncidence, mais c'est quand même un peu marrant. D'ailleurs, un des dragons s'appelle Marco, comme un personnage de la série. Et justement, puisqu'on parle de la ville, cette fois-ci, c'est plus une inspiration mexicaine du Far West. Ce qui se ressent par les ennemis de la zone, les Pueblos, avec leurs sombreros et leurs ponchos en métal. Alors, il y a un autre ennemi dans le niveau, qui s'appelle Fat Ladies. On va dire qu'on va pas en parler. La ville est également séparée d'un désert peuplé de vautours par une rivière. Encore une fois, de goudron. On sauve Enzo, Alvo et Marco pour se rendre dans la dernière zone du coin, les cavernes de glace. La caverne, qui est entièrement gelée, nous laisse entrevoir des ruines, ce qui peut laisser à penser à un ancien bastion des dragons. Et là où les Nords étaient plutôt virulents dans les autres régions, ici ça va, c'est plutôt la bonne entente. Vas-y qu'on fait du ski, vas-y qu'on s'envoie des boules de neige. Non mais c'est une invasion ou c'est une colonie de vacances? Par contre, faut faire gaffe, le sol est particulièrement glissant. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit? On en profite pour sauver 5 dragons. Oui, 5. Je sais pas, ils aiment peut-être bien le froid. Libération donc d'Ulrich, Todor, Andor, Asher et Ragnar le forgeron, avant d'affronter dans la forteresse du coin le Dr Chum. En plus, je ne suis pas persuadé qu'il soit réellement docteur. Ouais, il se considère plus comme un chaman que comme un docteur. C'est aussi le plus arrogant des généraux de Nasty, à se la jouer super cool avec ses lunettes, à un tel point qu'il emmerde tout le monde avec. Je suis même d'ailleurs sûr que Nasty l'a foutu là pour plus l'avoir dans les pattes. Alors, il peut se targuer d'être cool, mais son costume l'est beaucoup moins. Il est recouvert de ces plaques de métal, mais de la même manière que les sentinelles, il a une tendance à nous montrer son cul vulnérable. Je sais pas ce qu'ils ont chez Insomniac avec les postérieurs. Eh, mate le postérieur. En plus, il utilise les attaques de papou-papou des voisins. Bon, boss vaincu, Trondo libéré, petit passage au vol de nuit qui est étrangement plus facile que le premier, et à l'essaim pour le royaume des ouvriers magiques. Un royaume qui semble se trouver dans les montagnes où, vu des cimes enneigées, qu'on y trouve. Et même s'il n'y a pas de données officielles à ce sujet, c'est aussi sans doute la nurserie des dragons, vu que c'est là où on trouve le plus d'eux. Le lieu est aussi très difficile d'accès, les dragons l'ayant choisi pour pouvoir maîtriser les arcanes magiques en paix. Et mettons-nous bien d'accord tout de suite, à aucun moment ils ne vont utiliser un sort, ni même en apprendra à Spyro. Les conditions extrêmes de leur habitation auront également des conséquences sur le physique de nos dragons, leur donnant une forme plus serpentine et 4 cornes. Ils répondent aux ordres de Cosmo, prisonniers de cette première région, avec Xantor et Boldar.
Comme on l'a dit, le lieu est très difficilement accessible, c'est sans doute pour ça que c'est l'un des rares mondes où il n'y a presque pas de Norks. Par contre, pour ce qui est des mages, là ils sont légion. On y retrouve les druides et cette foutue manie de transformer le terrain à leur guise, les mages verts contrôlant la foudre, les vieux mages pour la magie pure, et les mages des tornades pour les vents. Mais bon, ces deux derniers ont une tendance à se taper dessus, donc niveau menace, c'est pas exceptionnel. Ce qui nous conduit à notre premier monde, tout en haut des montagnes de la chaîne alpine. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce monde. Si ce n'est qu'on y trouve ces bêtes qui sont très friandes de fruits Wumpa, parce qu'on continue de faire des clins d'œil aux voisins. Libération de Zane, Eldritch, Zander et... Et maintenant, c'est le niveau des grandes grottes. Ce niveau, qui est en réalité composé d'une seule grande grotte et de quelques petites, va nous introduire deux nouveaux pouvoirs. D'un côté, on découvre la supercharge, accessible grâce à des rampes qui permettent de sauter plus haut et de planer plus loin, ainsi que de détruire tout ennemi qui est un peu trop grand pour nous. L'autre pouvoir est la super flamme, qui est donnée pour un temps plus ou moins limité par les fées, qui sont sans doute les pires amis du monde. Parce que non seulement elles peuvent nous permettre de tirer des flammes qui brûlent le métal, ce qui nous permet de tuer les araignées géantes de la région, mais en plus elles nous empêchent de tomber dans le vide. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Oui, mais justement, ma question c'est, pourquoi est-ce qu'elles ne nous aident que dans ce niveau ? D'ailleurs, à la base, les fées ne donnaient pas la super flamme. Elles réduisaient la taille des araignées pour que Spyro puisse les vaincre. Donc, après avoir sauvé les 3 dragons, Cyrus, Ajax et Cédric, on s'envole pour le dernier monde, les pics magiciens, qui ressemblent à une sorte de château dans les montagnes. Encore plus haut que la chaîne alpine et avec encore plus de supercharge, mais ce coup-ci sans les fées pour vous sauver. Parce que ce serait triste que ce soit simple. Bon, en vrai, les supercharges sont quand même plus faciles que dans le niveau précédent. Voilà, pareil, pas grand chose à dire sur ce monde. Par contre, on va en profiter pour parler des musiques du jeu. Outre le fait qu'elles sont excellentes, elles ont été composées par Stewart Copeland, le batteur du groupe Police. Le truc c'est que Stewart il y connaît rien en jeu vidéo, il est même d'ailleurs un peu nul, donc on lui envoie une version où le personnage est invincible. Vu le peu de temps qui lui est imparti, il compose jusqu'à 4 morceaux par jour, avec une règle qui est pour lui très simple. S'il en a pas marre d'écouter le morceau après plusieurs heures, c'est que le morceau est bon. Et au vu de la qualité de la bande son, sa technique marche. Pour s'inspirer, il va prendre un peu tout ce qui lui tombe sous la main. Le rock de Police, évidemment, mais aussi la musique classique et même les comptines pour enfants. Au final, l'expérience sera pour lui assez amusante et il considérera ses compositions sur Spyro comme étant les meilleures qu'il n'a jamais composées. Au point qu'elles servent de base pour certains de ses morceaux pour l'orchestre symphonique de Pittsburgh. Spyro va tellement influencer la famille du batteur que son fils Patrick finira par travailler pour la firme du dragon quelques années plus tard. Et si j'en parle maintenant, c'est parce que la musique de ce niveau sera réutilisée pour Diamanda Show. Et pendant que tu faisais ton aparté, on a sauvé Jarvis, Exus et Lucas le cartographe pour rejoindre le boss du monde, Fanfaro, qui en anglais s'appelle Blow Hard. Et je suis sûr que vu l'humour d'Insomniac, le double sens est totalement volontaire. Fanfaro est différent de nos 2 derniers lieutenants puisqu'il n'est pas recruté par Nasty, mais en réalité une version améliorée des mages du vent, en devenant lui-même une tornade. Et ça lui permet aussi de balancer des éclairs. Notons aussi que ce boss ne se trouve pas dans un château, vu qu'on l'a déjà visité dans le niveau précédent. Donc libération d'Altaïr comme l'assassin qui est le seul dragon à ne fournir aucun conseil sur son bourreau. Après, la stratégie pour battre le boss c'est pas compliqué. Un petit tour au vol de cristal pour compléter notre collection, et on est parti pour le monde des créateurs d'animaux. On quitte les plaines, on quitte les déserts, on quitte les cimes enneigées pour se retrouver dans les marais. Un endroit beaucoup plus sombre qui correspond bien aux dragons de cet univers, qui répondent aux ordres de Bruno. Si je peux me permettre, avant de parler de dragons, le world design. Les environnements du jeu sont en majeure partie créés par Kristen Van Schreven, qui fera ici pratiquement sa seule participation à un jeu vidéo. Elle créera des prototypes de niveaux en gardant en tête l'image des contes, mais en s'inspirant aussi du cinéma. Le niveau du marais étant d'ailleurs inspiré d'Apocalypse Now. Pour en revenir aux dragons, ils sont un peu les Frankenstein de l'univers de Spyro, ayant pour fonction de créer des animaux, avec des techniques de druide ou de chaman vaudou, comme Clitus, le 2e dragon que l'on libère dans le coin. Après, on ne sait pas si par animaux il parle des taureaux et des sangliers qui nous agressent, ou des petites créatures que l'on brûle pour pouvoir regagner de la vie.
En tout cas, cette fonction de créateur d'animaux est la principale raison de l'environnement. Ici, ils peuvent trouver facilement tous les ingrédients pour parfaire leurs expériences. Mais avec l'invasion des Norks, la paisible région naturelle est devenue un dépotoir électrifié. En témoigne le prochain monde, le village Terrasse, où on retrouve Claude et Cyprin, le seul dragon qui est trop flemmard pour se tenir debout. Cette zone est un petit village avec des maisons ou toits plats, d'où leur nom. Mais c'est aussi ici qu'ont lieu les fêtes des créateurs d'animaux. En effet, le village possède un petit château qui est juste assez grand pour accueillir les différents banquets. Mais on peut aussi voir que les Norks ont très vite importé l'électricité dans cette région, puisqu'en plus des sols électrifiés qu'ils ont installés, on les retrouve aussi dans des tanks électriques. Oh merde, ils ont un char. Le Marais des Brumes, tant qu'à lui, est un lieu à mi-chemin entre le paradis et une place spéciale en enfer pour le développeur de ces foutues grenouilles. L'endroit est plutôt joli pour un marais, mais tout veut à mort. Les Norks, évidemment, les grenouilles que j'ai mentionnées, mais aussi les plantes. Des plantes mangeuses de dragons. Les Frankenstein de service auraient mieux fait de s'abstenir sur ce coup. D'ailleurs, l'enfer il est aussi valable pour les level designers qui ont décidé de foutre des sangliers qui nous foncent dessus derrière des ennemis qu'on est obligé de charger. C'est fourbe, j'espère que vous le savez. À part ça, l'endroit possède également des ruines. Donc, est-ce qu'on est dans un laboratoire avec des expériences qui ont mal tourné? C'est tout à fait possible, mais on n'a pas vraiment d'infos à ce sujet. Et ce n'est pas Booba, Zig, Damon ou Roscoe qui vont nous en apprendre plus sur le sujet. Méfie-toi des attaques de grenouilles. Ce sont des meurtrières à sang-froid. Merci, mais ça je le savais déjà. C'est quoi le prochain endroit à visiter? C'est les grands arbres. Il a un problème ou... T'inquiète, c'est juste des flashbacks du Vietnam. Bon, alors, les grands arbres. Si vous avez joué au jeu, vous savez pourquoi ce niveau est traumatisant. Presque aussi traumatique que les niveaux du pont dans Crash Bandicoot. Alors qu'en réalité, c'est super facile en vrai, comme les niveaux de Crash Bandicoot d'ailleurs. Oui, c'est l'une des utilisations de supercharge qui demande le plus d'adresse. Mais il suffit de connaître le bon chemin et ça se fait sans trop de bavure. Donc sans doute à cause de leur création qui ont foutu le bordel au niveau du sol, les dragons créateurs d'animaux se sont réfugiés dans les arbres. On peut le remarquer par le nombre de huttes présentes dans la zone qui laisse penser qu'on est dans un véritable village. Et aussi, à cette hauteur, c'est le seul niveau du jeu qui n'a pas de liquide. Les arbres de la zone sont reconnus comme étant tellement denses qu'ils ne pourraient pas laisser passer la lumière du soleil, obligeant les habitants à allumer continuellement des torches. Un truc qui est assez stupide, puisque dans le niveau, on voit la lune. Et histoire de continuer leur création farfelue, ici c'est des singes qui nous balancent leurs bananes. Nouveau lieu calme, qu'ils disaient. On sauve donc Isaac, Lyle et le célèbre Jet, qui est sans doute responsable de plus d'une manette brisée. Ouais, t'aurais pu trouver un meilleur endroit pour te faire prisonnier. Et c'est enfin le boss de la région dans le château du monde, Tête de Métal. Ce robot a été créé par Nasty lui-même à partir de rien. Faut dire, quand il recrute, ils sont nuls. Quand il les transforme, ils sont nuls. Donc autant faire directement un robot invincible. Et d'ailleurs, rien ne peut l'arrêter. Il est insensible aux flammes comme aux charges. Mais alors, comment est-ce qu'on le bat? Eh ben, malgré toute sa force, il a un gros défaut, son besoin d'énergie. Ainsi, pour fonctionner, il a besoin de ses pylônes, et donc il suffit de les détruire pour le mettre hors d'état de nuire. Ou on le laisse les détruire tout seul en balançant des macaques dessus. Non, en fait, même comme ça, ils sont nuls. Mais ça nous permet de sauver le dernier dragon du monde, Sadiki. Un petit tour au vol sauvage, et de partir pour la dernière région du monde des dragons, les Tisseurs de Rêves. Le royaume des Tisseurs de Rêves diffère grandement de ceux qu'on a vus jusque-là. Déjà, c'est le monde qui ressemble plus à un conte de fées avec ses couleurs vives, mais surtout il est composé d'îles, dans le ciel, ce qu'on pourrait appeler les Skylands. Et pour voyager d'île en île, les dragons peuvent utiliser des tourbillons créés, on le verra plus tard, par des fées. Les Tisseurs de Rêves, de leur côté, sont les gardiens de la paix nocturne. Contrairement aux autres dragons qui agissent sur le plan physique, eux ont la capacité de voyager dans les rêves des autres créatures pour affronter leurs pires ennemis, les cauchemars. Ils répondent aux ordres de Latif, l'un des dragons que l'on libère dans ce monde, aux côtés de Zikomo et Mazi. Des noms qui trouvent leur origine comme la majeure partie des Tisseurs de Rêves dans la culture du Moyen-Orient ou de l'Afrique. Niveau invasion, les dragons de ce monde doivent faire face à des moines. Oui, ce machin est un moine. Et je suis très curieux de savoir combien d'entre vous ont déjà fait des cauchemars avec des moines. La grosse particularité de ces moines, c'est qu'ils peuvent, à l'aide d'un canon, grandir ou rétrécir. Bien entendu, en forme de géant, ils sont pour certains invincibles,
La question est donc, pourquoi est-ce qu'un des moines s'amuse à les faire rétrécir pour qu'on puisse les tuer? Eh ben, on va pas répondre à cette question, mais plus vite aller du côté du passage obscur. Alors, pour être tout à fait honnête, je suis pas sûr que le passage obscur soit l'une des régions du monde des tisseurs de rêves. C'est bien une île flottante, enfin 2 pour être exact, mais elle est bien différente des autres. Mon idée, c'est que les 5 dragons qu'on y sauve, Kazuya, Azizi, Bakari, Apara et Obasi, étaient en réalité en mission durant l'attaque de Nastic Nork, le passage obscur étant un cauchemar. Comme indice, on peut déjà compter que le royaume a sans doute l'ambiance la plus inquiétante de tout le jeu. Sa mécanique est également liée à l'obscurité, et enfin, ses ennemis sont assez cauchemardesques. Oui, enfin, cauchemardesques. Autant les chiens de l'enfer, ok, je visualise, autant les tortues, encore une fois, peu de chance que ce soit dans le top 10 des pires cauchemars de qui que ce soit. Pareil, si c'est le cas, manifestez-vous dans les commentaires. Donc, retour au pays des rêves, qui est également un monde rempli de châteaux. On en a déjà un dans la région centrale, mais une autre possède le Haut Château. Ce lieu, c'est le château typique des contes de fées. Vous demandez à n'importe qui de dessiner un château, il y a de grandes chances qu'il ressemble à ça. Ce lieu est tellement un conte de fées que c'est d'ailleurs là qu'on croise le plus de fées, étant donné que c'est la région qu'elle préfère visiter quand elle se rend dans le monde des dragons. C'est d'ailleurs dans ce monde que l'on apprend que 3 fées sont nécessaires pour créer un tourbillon. Manque de bol en ce moment, et pour cause d'invasion, elles sont emprisonnées. Les responsables ne Nork Sentinelles qui ont réussi à atteindre ce lieu dans le ciel grâce à des ballons. Alors, ils portent pas le nom de Sentinelles dans le jeu, mais en vrai, ils ont la même tronche. Ils sont aidés par ces drôles d'oiseaux et des cupidons mais version démoniaque. Ça va donc sauver Baruti, Budada et Useni pour se rendre au dernier château du royaume, les Tours Hantées. Et le nom spoil encore une fois l'endroit. En l'occurrence, ici, Spyro doit faire face à des armures hantées. Alors non, il y a bien des armures qui bougent toutes seules, mais elles sont pas hantées. Elles sont juste réanimées par les sorciers bleus, qui à l'origine étaient mauves. En fait, on ne rencontre aucun fantôme de tout le niveau. Mais il est dit qu'une fois la nuit tombée, on entend des bruits inquiétants dans les tours de ces châteaux. Tu peux arrêter? Désolé. Bref, on sauve Kosoko, Lutalo et Kopano, et on se rend compte encore une fois que les fées se foutent de notre gueule. Dans ce niveau, il y a plusieurs fées qui nous offrent la super flamme, dont une qui nous la donne de manière illimitée. Bon, seulement pour le niveau, mais illimitée quand même. Donc ma question est la suivante. Pourquoi elle ne nous accompagne pas tout le temps? Elle serait plus utile que la libellule. La libellule? Ouais, depuis le début, Spyro est accompagné par Spark, la petite libellule. On ne sait pas grand chose sur ce qui lie les deux. Des informations qu'on a, les libellules protègent les jeunes dragons, c'est pour ça que les adultes qu'on libère n'en ont pas. Elles protègent les dragons en prenant les dégâts à leur place. Comment est-ce que ça fonctionne? Bah j'en sais rien. Pour le cas bien spécifique de Spark et Spyro, les deux se sont rencontrés alors que l'un était un œuf et l'autre une larve. Spark a par la suite pris le dragon sous son aile de libellule avant de se faire sauver par Spyro du bec d'un vil oiseau, faisant que depuis les deux sont amis pour la vie. Sauf que Delbid. Pas si vite, Spyro. Tu as beaucoup à apprendre. Sais-tu à quoi sert la libellule qui te suit partout? Voilà, je crois qu'on est sur un bon gros retcon. Tout ceci nous amène aux 2 derniers dragons à sauver, Unica et Remilo, qui sont retenus prisonniers par le dernier lieutenant de Nastic Nork, Jacques. Alors, on sait pas trop la relation entre les deux, tout ce qu'on sait c'est que Jacques est l'un des fameux cauchemars qui combattent les tisseurs de rêves, ce qui explique le niveau qui n'est pas du tout féerique, ce qui explique aussi les ennemis qu'on croise dans la région, les pensées et les horreurs, et des fous. Oui, c'est l'ennemi un peu récurrent du royaume, même si on peut pas vraiment les appeler comme ça. Ils ne nous attaquent pas vraiment, ils sont invincibles, mais une fois frappés, ils se transforment en horloge durant un certain temps, ou en lanterne dans le niveau du passage obscur. Mon avis, c'est qu'ils sont des entités ni cauchemars ni rêves, et surtout là pour nous réveiller de nos songes. On termine par un vol de glace, et qu'est-ce que je déteste ce niveau, et enfin on peut affronter Nastic Nork. Mais d'abord, son monde. Le monde de Nasty se compose de 4 régions. Oui, je compte pas le hub qui est juste une plateforme. Alors techniquement, le royaume devait être beaucoup plus grand. Il devait s'appeler le monde des machinistes. Mais par manque de temps, c'est juste un dépotoir. Donc on peut passer à la première région de la zone, la crique des Gnorcs. Tu peux le dire 10 fois d'affilée? Non. Ce niveau est une zone industrielle portuaire, ce qui est, à peu de choses près, les 2 caractéristiques du monde de Nasty. La mer est un côté plus industriel que magique.
Dans ce monde, on y retrouve d'ailleurs des ennemis plus modernes, dockers ou ingénieurs, des ennemis qui ne sont pas forcément des Gnorcs. Dans le remake, ils sont bien identifiés comme tels, mais dans le jeu de base, ils ressemblent plus aux créatures qui nous amènent de monde en monde. En l'absence de plus d'infos, je vous laisse faire votre propre avis. La prochaine région est le port Crépuscule. Et les dragons? Quoi les dragons? Bah t'as pas parlé des dragons qu'on sauve dans cette région. Bon, une poignée de dragons qu'on a sauvés dans les mondes précédents n'a rien trouvé de mieux à faire que d'aller affronter Nasty, et de se faire recapturer. Meilleur dragon du monde. Donc le port Crépuscule, qui est un port au crépuscule. Et les Norks de ce niveau ont décidé de devenir des références à Rambo, qui nous amène à la pénultième région où l'on retrouve Nasty, qui est une sorte d'usine en plein air. Je sais pas trop ce qu'ils ont essayé de faire avec le niveau. Par contre, parenthèse Nasty. À la base, Nasty et sans doute les autres Gnorcs étaient des habitants du royaume des dragons. On ne dit pas vraiment de quel monde ils venaient, mais ils vivaient en paix avec les reptiles. Sauf que Nasty avait deux passions dans la vie, son reflet et les trésors. Et le reflet qu'il avait dans les trésors. Donc, afin de faire grandir son pactole, il commença à semer la zizanie parmi les dragons qui, excédés par son comportement, l'ont envoyé dans leur dépotoir. Là où il pouvait être aussi détestable qu'il le voulait sans déranger personne. Sauf qu'il a fait du dépotoir le monde qu'on a vu, plus évolué technologiquement que celui des dragons, et lancé une invasion. Bien, et maintenant c'est l'heure du combat final entre le Nork et le dragon. Et il s'enfuit. Mais ils avaient raison au début du jeu, ce type n'est pas une menace. Donc, Nasty est vaincu, et comme j'ai bien fait mon boulot en sauvant tous les dragons, en récupérant toutes les gemmes et tous les œufs, je peux rentrer dans la dernière région, le butin de Nasty. Cette région est sans doute celle où habite notre grand Gnorc, puisqu'on y trouve son appartement et le reste de son trésor. Mais il est aussi dit que c'est la région d'origine des voleurs que l'on croise dans le jeu. Et après avoir récupéré les 2000 derniers joyaux, Spyro peut enfin célébrer sa victoire sur cet adversaire, qu'il juge respectable. Ouais, enfin, presque respectable. Oh shit, here we go again. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Grimsqueaker pour vous servir.